C'était vraiment pour moi la façon d'expliquer comment j'en étais arrivée à ne pas pouvoir partir de cette relation, parce que je suis une femme en France qui sait lire, qui sait écrire. Pourquoi j'ai pas trouvé cette force? Pourquoi je n'ai pas trouvé moi-même? J'ai conseillé des femmes. Pourquoi moi je n'y suis pas arrivée? AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, AVS pour à votre sexualité. J'ai failli pas le dire, mais ça fait longtemps que je l'avais pas dit, c'est pour ça que j'ai savonné. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nader Alami est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Nader, vous êtes psychosexologue et coach en bien-être et fondateur de Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Voilà. Alors nous avons une invitée aujourd'hui qui s'appelle Fatima. Bonjour et bienvenue Fatima. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous racontez, alors je ne donne pas votre nom. Fatima K, c'est bien. K, ouais, mais vous ne voulez pas donner votre nom. Donc c'est pour ça qu'on va vous appeler Fatima au cours de cette émission. Vous racontez votre histoire dans un témoignage qui s'appelle « Le courage de divorcer, pourquoi je n'arrivais pas à partir ». Un livre que vous avez écrit pour toutes les femmes qui n'y arrivent pas, qui n'osent pas encore ou qui aimeraient bien mais qui ne trouvent pas la force. Et puis peut-être qu'il ne faut pas divorcer, hein. Il n'y a aucune obligation de divorcer. Mais en tout cas, c'est votre histoire que vous racontez ce matin. Et on va le préciser, votre objectif, c'est pas d'inciter les gens à divorcer. Hein. Tout à fait, c'est exactement ce que je voulais dire. Non, pas du tout. Moi, je suis pour l'amour, donc non. Mais ça, c'est important aussi de cadrer les choses. Hein. C'est pas d'inciter les femmes à divorcer. Divorcer, ça ne devrait pas être un acte de courage. Pourquoi ? Parce que en fait, dans mon cas, en l'occurrence, là, divorcer pour moi, c'était sauver ma vie. C'était pas juste divorcer, parce qu'aujourd'hui, divorcer, c'est très facile en fait. Hein. C'est juste un papier qu'on signe et on divorce et on se sépare. Mais quand ça pourrait être divorcer, mais ça peut être aussi se séparer. En l'occurrence, on n'a pas besoin d'être marié pour ne pas arriver à se séparer de quelqu'un. Parce que dedans, donc je parle dans mon livre de tous les freins qui nous empêchent de partir. Les freins émotionnels, les freins financiers, les freins psychologiques, les enfants, la société, les parents. Enfin, je parle de tout ça. Oui, vous écrivez dans ma famille et dans ma culture, la plupart des femmes ne divorcent pas. Exactement. Vrai ou faux aujourd'hui ? Ne divorçaient pas. Aujourd'hui, les choses ont évolué et parfois tant mieux. Évidemment, parce que faut pas. D'abord, pourquoi elles ne divorçaient pas ? Alors qu'elles auraient peut-être voulu, peut-être dû le faire. Et le divorce, c'est dans un sens comme dans un autre. Il y a des hommes aussi qui peut-être devraient divorcer et qui ne le font pas. Donc il y a. Mais là, c'est le poids était chez les femmes. Ça se faisait pas. Alors vous êtes de culture. Enfin, je viens du Maroc, d'origine berbère, et dans ma culture, oui, ça se faisait pas, mais je pense comme chez les catholiques également. Enfin, voilà, dans le temps, ça se faisait beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est, on va dire, plutôt démocratisé, mais pas tant que ça encore, quand même. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler surtout de l'emprise, en fait, qui est multiple. L'emprise d'un mari. Je vais parler des femmes, si vous le permettez, mais comme l'a dit Nadir, c'est le cas aussi de beaucoup d'hommes qui peuvent être sous emprise. Voilà. Bon. Alors, je vais finir sur le divorce, parce que vous, en l'occurrence, vous avez eu un jour le courage de divorcer, mais vous étiez marié avec un Marocain au Maroc. C'est ça. Ce qui n'a pas facilité les choses, ce qui a quand même complexifié les choses. Et justement, puisque vous n'aviez pas fait l'exéquature, donc vous n'aviez pas traduit votre mariage sur le territoire français. Et ça, c'est un frein que j'aborde aussi dans le livre, qui est un frein administratif, qui était une charge mentale pour moi énorme. Vous avez grandi dans une fratrie de 8 enfants. Et vous racontez que vous avez été, pendant toute votre enfance, le défouloir de votre mère. Comment est-ce que vous êtes devenu le défouloir de votre mère ? Alors, en fait, cette partie-là du livre, j'en ai parlé, pas simplement pour faire pleurer dans les chaumières comme une Cosette ou je ne sais quoi. C'était vraiment pour moi la façon d'expliquer comment j'en étais arrivée à ne pas pouvoir
partir de cette relation, parce que de prime abord, je suis une femme en France qui sait lire, qui sait écrire. Pourquoi j'ai pas trouvé cette force? Pourquoi je n'ai pas trouvé les outils surdiplômée? C'est ça. Voilà, moi-même, j'ai conseillé des femmes à faire telle ou telle démarche administrative. Pourquoi moi je n'y suis pas arrivée? Et c'est en replongeant donc dans mon histoire. En fait, mon livre, c'est pas juste des faits chronologiques. Voilà, l'histoire d'un divorce, c'est vraiment banal. Des divorces, il y en a tous les jours en France. Pourquoi on n'arrive pas à franchir le cap? Et une des explications, c'était justement mon enfance. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que j'avais un manque d'estime de moi, de confiance en moi. Et cet homme-là, donc mon ex-mari, a surfé là-dessus, en a joué. Et il se trouve que dans mon enfance, ma mère donc n'a pas facilité les choses en me traitant mal. Très longtemps, quoi. Votre mère, c'était la reine de la punchline. Ouais. C'est terrible. De la punchline qui fait mal, en fait. Ouais, des punchlines. Maintenant, ça me fait un petit peu rigoler. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de mamans maghrébines comme ça qui en fait vous envoient des uppercuts. Alors, je peux vous en citer quelques-unes. Je sais pas si. Mais je les ai notées, mais allez-y. Quelle est celle qui vous vient Alors là, c'était pas pour rire. C'est vrai que ça me faisait pas rire à ce moment-là. Mais par exemple, elle me disait si j'avais su que t'étais comme ça, je me serais assise sur toi. C'est terrifiant en fait quand j'y réfléchis. Il y avait beaucoup d'histoires de mort quand même. Elle me souhaitait la mort. Elle vous souhaitait la mort. Elle me souhaitait la mort souvent. Voilà, elle me disait un jour tu vas voir si j'avais pas bien fait le ménage ou quoi que ce soit, je vais te couper en morceaux, te mettre dans des sacs poubelles et le gars de la poubelle va venir te prendre, il saura pas que c'est toi. Quand on a 6 ans, 7 ans... C'est très violent. Ça m'a poursuivi, je pense, longtemps. Et voilà, des punchlines comme ça. Après, il y avait des punchlines un peu plus marrantes. Donc, elle a 8 enfants, donc je comprends qu'au bout d'un moment, elle en avait marre de faire des enfants. Et elle me disait, franchement, moi, au bout d'un moment, j'avais envie de prendre plutôt 2 pilules qu'une pour vraiment être sûre de ne pas avoir d'enfants. Donc, la reine des punchlines. Votre mère, quand elle arrive en France, elle sait ni lire, ni écrire, ni parler français. Toujours pas. Faut expliquer. C'est cette génération-là. C'est ça, voilà. Ouais. Donc, génération, on est arrivé en 1981 avec ma mère. Mon père était déjà là. Donc, c'était un travailleur comme beaucoup d'autres qui a fait venir par le regroupement familial sa femme et ses 2 enfants, donc mon frère et moi, qui sommes nés au Maroc. Et voilà, donc on est arrivé ici le jour de l'élection de François Mitterrand. Ça manque le pas. Jour même. Ouais. Le jour de l'élection, et après, vous vous arrachez les cheveux le jour de sa mort. Alors, oui, vous êtes marqué par François Mitterrand, vous dites donc. Parce que déjà, de par mon âge, j'ai 45 ans, donc on va dire... C'est génération Mitterrand. Je suis à génération Mitterrand, il a quand même régné, entre guillemets, je crois, à 14 ans. Ouais, c'est ça. Donc, je suis imprégnée. Et je me suis arraché les cheveux parce que, donc, ce passage-là, qui s'appelle de la tricotylomanie. Alors, il faut expliquer, mais ça, vous l'avez su bien plus tard que vous souffriez de cette pathologie. Exactement. Donc, en fait, je sentais ma mère méchante, comme ça, envers moi, alors que je faisais vraiment mon maximum pour être la plus gentille, la plus aimable possible. Je faisais le ménage comme je pouvais. À 12 ans, j'ai élevé pratiquement 16 enfants. J'étais déjà maman. J'étais une petite maman. Et ça ne suffisait jamais, en fait. Donc, c'est paradoxal, ça peut paraître paradoxal, mais le plus gentil, c'est celui sur lequel on va se défouler le plus aisément, parce qu'on risque moins de se prendre un revers. Voilà. Alors que le plus un peu difficile, on le laisse de côté, qui nous fout la paix. Exactement. Ma sœur, par exemple, quand elle n'était pas contente, elle lui balançait la table. Et elle avait la paix. Moins quoi, en tout cas. Et donc, à force d'être gentille comme ça, je me révoltais jamais, et qu'elle était quand même méchante, au fond de moi, je me disais, c'est pas possible que ce soit ma mère mon problème. En tant qu'enfant, ce paradigme-là, on peut pas le concevoir. Du coup, on renvoie la faute sur soi en disant c'est forcément nous le problème, et donc on se violente soi-même.
Et donc, il y a plein... l'escarification, le fait de s'enlever les cheveux, mais de se faire vraiment du mal. Non, c'est pas de s'enlever les cheveux, c'est de se les arracher. C'est ça, il faut expliquer aux gens, on se les arrache partout, c'est ça. C'est ça, exactement. On se fait des trous, quoi. Ah ouais, là, c'est ça, exactement. Pendant presque une trentaine d'années, j'ai souffert de ça, ouais. Et le paroxysme, c'est le jour où vous vous êtes rasé la tête. Ouais, je me suis... Boule à zéro. Ouais. Et là, c'était vraiment un affront, en fait, pour ma famille, parce que, encore une fois, dans ma culture, les cheveux, c'est la parure de la femme. Ma mère, elle me dénigrait sans cesse du fait de mes cheveux crépus, frisés, parce que mon père, il a les cheveux... comme ça, voilà, à la coupe, à la Jackson 5, comme on disait. Et donc, elle supportait, je pense, pas ça. Et elle m'en mettait plein la tête. Quand je me levais, elle me disait, on dirait que des chats se sont battus sur ta tête. Elle me disait que j'avais de la barbe de maïs sur la tête. Elle supportait pas mes cheveux. Et voilà. Il y a quelque chose que vous dites dans votre livre, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'aime pas faire l'émission avant, mais il faut arrêter. C'est difficile de regarder le passé avec les regards d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça pourrait nous prêter à rire ou à sourire, alors que ça ne l'est pas. Ah non, je vous assure que sur le moment, je rigolais pas du tout. Ah non, j'étais en dépression, je voulais me suicider, hein, clairement. Hein. Je voulais vraiment en finir, parce que à force de s'entendre dire en tant qu'enfant qu'on est moche, qu'on est méchant parce que on n'arrive jamais à satisfaire sa mère. Du coup, moi, je prenais du poids parce que je me considérais pas, quoi. Du coup, j'étais moche, grosse, méchante. Si vous voulez, je fasse avec ça. Donc, ouais. En tout cas, pas trouver un mari. Ah non, c'était la dernière des choses que j'avais en tête. Mais par contre, je l'ai su plus tard, c'est pour moi une issue de secours. Avec Nader Alami qui est avec nous, et aujourd'hui, Nader, nous avons le témoignage de Fatima K qui raconte son histoire dans un livre qui s'appelle Le courage de divorcer, pourquoi je n'arrivais pas à partir, un livre sur l'emprise, hein, vous l'avez compris. Alors on a raconté tout à l'heure un petit peu le contexte qui expliquait comment vous avez grandi, Fatima, et comment peut-être que ça faisait de vous une victime, une proie facile pour un prédateur, en fait. C'est exactement ça. Quand on a peu d'estime de soi, pas de confiance en soi, pour un manipulateur, ça se voit. C'est comme un poisson qui saigne ou une otarie qui saigne dans l'océan. Les requins, ils sentent l'odeur du sang et donc ils viennent vers vous et ils vous attrapent. C'est quoi, les prédateurs ont des radars, Nader ? Bien sûr, le prédateur, il sait assez rapidement, parce qu'il a développé des mécanismes de défense qui lui permettent de se dire, non, là, je m'aventure pas trop, je risque d'y laisser des plumes. Tiens, là, je me sens davantage en sécurité, je pourrais davantage m'imposer. Et donc, il ne prend jamais de risque. Hein. Il est d'une lâcheté extraordinaire. Hein. Il n'y a pas de... Donc, il va là où c'est beaucoup plus facile. Il sent, donc, il a appris à sentir cela. Et la chance que j'ai eue, c'est ironique, c'est que en fait, moi, j'ai habité pendant toutes ces années à côté de chez mes parents. Du coup, ma mère se faisait un malin plaisir de venir chez moi quand j'étais pas là, dire à mon ex-mari, Fatima, elle est comme ça, elle s'énerve toute seule, elle est pas bien, elle me dénigrait en mon absence. Et du coup... Mais moi, j'ai une question à vous poser, Fatima. Ouais. De qui votre mère se vengeait-elle ? Moi, je pense que j'ai été une rivale pour elle. C'est-à-dire que j'étais à l'école, j'avais un permis, le permis de conduire, du coup, j'avais la liberté de circuler. Elle me l'a souvent envoyé ça. Et en fait, pour elle, j'étais un objet utilitaire. Quand j'ai eu tout de suite mon permis, il fallait l'emmener à droite, à gauche. Je lui servais à quelque chose. Mais j'étais une rivale. Mais ça, c'est tard. C'est vous êtes déjà majeur. Ouais. Mais elle s'est comportée comme ça. Elle se comportait avec vous comme ça depuis le départ. Oui. C'est sa nature. C'est sa nature. Après, les manipulateurs... Est-ce qu'il n'y a pas le côté... Enfin, je vous pose la question. Oui. Par rapport à votre père, Oui, sans doute, elle défoulait sur moi et sur les autres enfants, hein, à moindre mesure, mais sur nous, parce que mon père, il imposait sa loi.
c'est lui qui travaillait, c'est lui qui décidait des courses. Enfin, elle avait droit sur pas grand-chose. Du coup, c'était un peu une façon, elle, de reprendre le pouvoir, d'avoir quelqu'un en dessous d'elle, quoi. Et puis cette frustration, comme je l'explique aussi dans le livre, elle est arrivée en France, elle savait pas lire, pas écrire, pas de copine, tout son environnement était complètement... avec vous, en fait. Ah oui, voilà. Moi, je me souviens, elle nous racontait que les premiers jours, quand elle est arrivée, elle fermait les volets, on restait dans le noir, en attendant que mon père arrive du travail à 17 ou 18 heures pour qu'elle puisse parler avec lui, parce qu'en plus elle parlait pas arabe, pas français, elle parlait que berbère, et dans le quartier où on était, il y avait personne qui parlait berbère. D'accord. Elle parlait à personne. D'accord. Elle attendait avec impatience que son mari revienne pour avoir une interaction avec un autre être humain. Nous, on était trop petits pour parler avec elle. Je pense que c'est cette frustration-là. Après, il y a aussi des gens, les manipulateurs, je suis désolée, je l'ai appris à mes dépens plus tard. Il n'y a pas forcément besoin d'explication. On peut naître comme ça. On est méchant. Il y en a certains, ils sont méchants de par nature, quoi. Et je le dis souvent, ils sont pas sur une autre planète, les méchants. Les méchants, ils sont autour de nous. Mais est-ce que vous diriez de votre mère, avec du recul, que c'était une manipulatrice ? Oui. Parce qu'on le sent dans le livre, vous le dites pas clairement, mais en fait, finalement, votre mari, c'est votre mère. Exactement. Mais exactement, parce qu'en fait, j'ai reconnu, comme j'avais jamais rien connu d'autre que ça, que le fait de se faire traiter mal et de toujours devoir acheter, en fait, la gentillesse. Elle m'aimait bien quand j'avais fait quelque chose. C'était conditionnel, c'était un amour conditionnel. Je connaissais que ça. Mon ex-mari, c'est le seul et unique homme que j'ai connu dans ma vie. Donc j'étais quelque part en sécurité, entre guillemets. Je veux dire, c'était un modèle que je connaissais. J'avais déjà vu ça quelque part. Et eux, ils m'ont un petit peu pris dans une cage. Je me suis enfermée toute seule. C'est intéressant parce que c'est assez... Il y a de l'originalité quand même. C'est-à-dire que, assez généralement, les mères qui se retrouvent dans ces conditions-là, à savoir une immigration où on se retrouve seul avec les enfants et le mari qui n'est pas là, d'ordinaire, elles se font de leurs enfants des alliés, comme une espèce de contrepoids face au pouvoir justement du père. Elle a fait ça. Elle a fait ça avec moi aussi quand je devais et c'est pour ça qu'il m'a détestée aussi. En fait, elle m'a prise comme alliée, encore une fois comme objet. Quand le samedi matin, quand il allait envoyer de l'argent à la poste et tout ça, j'étais son espion. Donc il fallait que je lui dise combien il avait envoyé, à qui et tout ça. Du coup, mon père, lui aussi m'a détestée, mais pas pour les mêmes raisons. D'accord. Voilà. Et après, un jour, j'en ai eu marre d'être le petit, l'espion, le petit espion. Je voyais bien qu'il n'y avait que des inconvénients à faire ça. Et voilà. Alors, il arrive, l'homme de votre vie. C'est pas un amour immédiat, puisque vous mettez 5 ans à vous marier avec lui, et vous écrivez que finalement tous les signes étaient là depuis quasiment le départ. Ça, c'est dans n'importe quelle relation. Si vous parlez avec quelqu'un victime de manipulateur ou manipulatrice, il vous dira qu'il y avait les signes mais qu'il ne voulait pas les voir dès le départ. C'est avec le recul, encore une fois, que je peux analyser ça. Alors, on a pris 5 ans pour se marier, pas de mon fait. Donc, parce qu'en général, il y a la ligne de mire, on se marie vite quand même. Surtout que moi, mes parents, ils n'étaient pas tellement d'accord. En fait, c'est marrant parce qu'au départ, ils ne voulaient pas que je me marie avec lui. Parce que lui était déjà marié. Il était déjà marié avec une dame qui était plus âgée que lui. Et ça, je ne le savais pas. Et après, je pense, comme il a dû faire des choses pas terribles, elle a pris 5 ans pour divorcer. Pour le laisser partir, en fait, pour qu'il retrouve sa liberté. Et pendant 5 ans, moi, j'étais avec lui dans les démarches administratives et les tribunaux, les avocats et tout. Donc, c'est pour ça que ça a pris 5 ans. Et il y a aussi la partie, au début, où j'y croyais pas. C'est-à-dire que pendant 5 ans, vous l'aidiez à se séparer de sa première épouse. C'est très fort. C'est très fort quand j'y pense avec le recul. Ouais. C'est moi qui l'ai aidé à... C'est que vous avez aidé votre propre bourreau, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Financièrement, tout, quoi.
Oui, et l'énergie que ça demande, Ouais, c'est ça. disponibilité que ça demande. Et puis moi, je me suis fait rejeter par ma famille parce que rester pendant 5 ans avec quelqu'un sans être marié, ça va pas, c'est quoi. compliqué, ouais. Ah, ça va pas. Je me suis fait rejeter par ma famille. Votre père vous appelait la prostituée. Il m'ouvrait pas la porte le soir quand je rentrais à 10h du soir, quoi. Ouais. Donc d'emblée, là, on peut conseiller aux gens qui nous écoutent, quand c'est aussi compliqué que ça, n'y allez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et les gens aiment la complexité, Nader. C'est toujours pareil. Alors là, franchement, c'est difficile, mieux. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Déjà, il faut revenir au contexte. J'avais 22 ans. J'avais 22 ans, je sortais de l'école et tout. Et lui, c'était, comme je vous ai dit, mais c'est ça, mon issue de secours, quoi. Voilà, vraiment. Il fallait, c'était la possibilité mais oui, pour moi, c'était la porte de sortie. La liberté, quoi, qui m'attendait. Et j'ai pas accepté tout de suite parce que j'y croyais tellement pas. Tellement j'avais pas confiance en moi, je me disais comment ça se fait qu'un gars comme lui vienne vers moi, me trouve belle. Donc il m'a encensée au début, c'est ce qu'on appelle le love bombing. Il m'a couru après pour que j'y croie. C'est pas possible, je me disais il se trompe quoi de personne. Pourquoi moi j'en vaux pas le coup. Et donc il a aussi fallu ce temps-là pour m'amadouer en fait. Mais une fois que j'étais accrochée, ça y est, j'étais accrochée. Oui, mais vous étiez accroché, mais ça a été, le love bombing, c'était terminé. Oui, c'est ça. Mais après, on avait partagé des choses. Donc, pour moi, c'est comme vous allez à la roulette russe. Quand vous investissez, vous partez plus. Vous vous dites, j'ai mis des sous. Peut-être que le prochain qui vient, je vais me refaire. C'est ça. J'avais investi sur lui. Alors après, vous vous mettez ensemble, hein, voilà, vous racontez. Alors, vous racontez sans trop raconter finalement vos enfants, tout ça. Parce que vous avez 2 enfants avec lui. Hein. Vous êtes brillante, hein, puisque vous avez une carrière brillante, vous avez fait des études brillantes. Donc lui, il travaillait dans le bâtiment. Vous avez fait une prépa HEC et une école de commerce. C'est ça. Et j'ai repris des études après, j'ai fait une licence pro en tant qu'adulte, en tant que formatrice. Oui, je l'ai aidé à créer des entreprises, je l'ai aidé à passer un CAP maçon, j'ai passé moi-même le CAP carrelage en candidat libre. Ouais, j'ai fait des choses. Oui, alors je raconte ou je raconte pas. En fait, dans ce livre, il n'y a pas de... on pourrait s'attendre à des clashs ou des choses comme ça. Non, il n'y a pas grand-chose. Mais parce que, en fait, c'est sournois. Et en plus, on ne reste pas 17 ans, des fois pour d'autres femmes, 20 ans, 30 ans avec une personne s'il n'y a pas un peu d'accalmie. Forcément, il y a des moments qui vous aident à tenir. Sinon, personne ne reste. Et c'est ça tout l'art de la manipulation, c'est alterner des moments paisibles avec des clashs, des moments très très hauts, très très bas et des périodes un petit peu tranquilles, on va dire. Mais ça a commencé quand ? Est-ce que vous arrivez, par exemple, à dater le jour où ça a commencé la maltraitance ? Même avant le mariage, hein, il m'a donné une claque avant le mariage. Nader, vous dites que la violence, ça commence avant la violence. Oui, parce que, vous savez, il y a la violence physique elle est là et tout le monde la voit, mais il y a la violence qu'on ne voit pas. Et il y a cette source de la violence. Par exemple, dire à quelqu'un tu es moche, c'est violent, c'est verbal, mais ça dépend comment c'est pris, par qui c'est pris, mais ça peut être pris de manière très violente parce que ça peut remettre totalement, mais tout votre être vous remettez complètement en question. Vous voyez ? Donc la source de la violence, des fois, elle est difficile à trouver. Et pourtant, il faut se poser la question avant que n'arrive peut-être la violence physique, qui, elle, déjà, il y a un rappel à la loi, je veux dire, c'est interdit. Une violence banale, on va dire, qu'on peut identifier. C'est tout bête, hein, mais c'est par exemple de ne pas venir à des rendez-vous. C'est bête, hein, ce que je vais vous dire, mais 1 fois, 2 fois, en fait, c'est de ne pas vous considérer, en fait. C'est de venir, de dire, je viens dans un quart d'heure après, la personne n'est toujours pas là, et en fait, annuler au dernier moment, et ainsi de suite. Et ensuite, vous êtes fâché, vous êtes déçu, et il revient, il s'excuse, ça marche la prochaine fois, machin. Et ça, c'est vraiment de la déconsidération qui est un peu violente. Mais
l'événement, je vais dire, violent, mais où il y avait 0 coup, mais qui était très très violent pour moi une fois, c'est un jour quand j'ai évoqué sa famille, il a juste levé le doigt sur moi comme ça, il m'a regardé droit dans les yeux, en criant sur moi et en me hurlant « Tu ne parles jamais de ma famille », je me suis effondrée. Et ce jour-là, je l'oublierai jamais. Mais il m'a pas mis un seul coup. Avec Nader Alami qui est avec nous et notre invitée Fatima K, avec qui nous parlons aujourd'hui de... Alors aujourd'hui, de violence, mais on a cette expression qu'on utilise beaucoup, c'est de la vie avec un pervers narcissique, expression que vous utilisez très peu dans votre livre. Alors pourquoi vous racontez pas vos 17 ans avec un pervers narcissique? Alors je peux pas dire que c'était un pervers narcissique parce que je suis pas psychiatre et j'ai pas fait de diagnostic. En plus, je sais qu'il y en a très peu. Il y en a 4% de la population qu'on peut dire vraiment pervers narcissique. Donc je me permets pas de poser ce diagnostic-là. Je raconte juste ma vie et les épisodes significatifs. Je sais maintenant. Mais vous parlez de l'emprise. Oui, voilà. Je sais que j'étais sous emprise, sinon je serais partie bien avant, vu la violence que j'ai subie. Alors, je vous pose une question. Ouais. Est-ce que, quand on reste 17 ans avec une personne, est-ce que quelque part, c'est pas aussi parce qu'on y trouve son compte? Mais forcément. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, moi, j'explique dans mon livre les freins qui m'ont empêché de partir. Et un des freins, c'était la peur d'être seule, les freins psychologiques, parce que comme j'étais persuadée de ne pas valoir grand-chose, parce que ma mère me l'a répété, et ensuite lui aussi a pris le relais en disant « Tu trouveras jamais quelqu'un qui t'aimera comme moi je t'aime, tu trouveras jamais quelqu'un qui t'accepte comme moi je t'accepte. » Ben, ça, est-ce que c'est ça, trouver son compte? Est-ce que c'est ce confort-là? Vous y avez cru? Ah mais bien sûr, mais pourquoi j'étais qui moi? J'avais pas assez d'assises pour me dire non, tu mérites mieux. Vu toutes ces voix dans ma tête qui me disaient l'inverse, je ne me sentais pas assez forte pour me dire non, faut sortir d'ici et voir ce qu'il y a. Non, si c'est ça, d'y trouver son compte. Alors, y trouver son compte, ça peut être je suis là, le temps de rassembler mes forces. Non, j'avais pas encore pris conscience. Pour moi, j'avais pendant longtemps, il y a des femmes qui restent comme ça avec quelqu'un et qui se disent voilà, il est méchant, il est manipulateur, mais moi c'est pas du tout ça. À partir du moment où je peux pas faire confiance en personne avec qui je vis, mais c'est pas une vie pour moi, c'est pas possible de rester avec un ennemi sous le même toit. Si j'avais supposé ça, même pas une seconde je serais restée. Non, c'est parce que j'avais toujours l'espoir que ça change, l'espoir qui change, l'espoir de le soigner, enfin de le guérir. Voilà, de le guérir, ou que moi j'étais le problème aussi. Peut-être qu'il avait raison, que je m'emportais pour tout et pour n'importe quoi, que voilà. Alors, à quel moment vous trouvez le courage? Parce qu'à un moment donné, il y a un déclic chez vous et vous trouvez le courage de partir. Je pense que le moment du déclic, il ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a forcément un événement où un jour on était avec, un jour on n'est plus, le lendemain on n'est plus. Mais c'est une accumulation de choses. Et on essaye plein de fois de partir. Il y a des femmes, je sais pas, il y a une statistique qui dit qu'il faut à peu près 7 tentatives pour qu'une femme s'en aille. Je l'ai fait, je sais pas combien de fois, je peux pas compter, où je l'ai menacée de partir, où j'ai eu envie de partir. Mais vous l'avez déjà fait, même quelque temps Oui, une fois, vraiment, en 2016, il m'avait mis un gros coup. Et là, je suis allée m'enfuir pendant 3 jours chez une copine. Personne ne savait où j'étais. Plusieurs fois. Vous avez porté plainte? Jamais j'ai trouvé le courage de porter plainte. Vous dites que tant que vous avez été mariée, vous n'avez jamais porté plainte? Non, parce que j'imaginais pas porter plainte et retourner habiter avec la personne contre qui j'avais porté plainte. C'était pas possible pour moi. C'était en quelque sorte plus pour lui faire peur que de vraiment aller jusqu'au bout. Ouais. J'y arrivais pas du tout. Et main courante? Mais ça ne sert à rien. Enfin, déjà, maintenant je le sais. Vous expliquez pourquoi ça sert à rien. Oui. Malgré tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, que dans les commissariats, il y a des gens qui sont formés, à la gendarmerie aussi. Je peux même vous dire que même porter plainte, maintenant, ça sert à rien. Pourquoi?
Ouais, je suis allée plusieurs fois, donc pendant cette période-là, à la gendarmerie. J'ai eu des ITT et tout, mais le gendarme en face de vous, il vous dit « Alors, ma petite dame, vous portez plainte ou vous portez pas plainte ?» Il n'y a pas d'empathie. Enfin, je ne vais pas mettre tous les gendarmes dans le même panier. Ils ne sont pas formés maintenant à ça ? Pas tout le monde, hein, je vous assure. Moi, quand il m'a pris mes clés, il m'a pris mes papiers, le gendarme m'a clairement dit « Il n'y a pas vol entre époux ». Alors c'est vrai, il n'y a pas vol entre époux. Quand il est question d'argent, les deux peuvent aller puiser, par exemple, dans le compte commun. Il n'y a pas vol. Mais prendre vos papiers, je suis désolée, c'est une infraction. Et ça, le gendarme, tout simplement parce que c'est de la paperasse. Il faut se le dire, hein, il y a plein de gendarmes qui ne veulent pas s'embêter à écrire des plaintes. Et en plus, ils savent qu'elles ne vont pas aboutir, donc ils ne font pas l'effort. Il m'a harcelé, il m'a mis un tracker sur la voiture, il m'a mis un tracker sur le téléphone, j'ai trouvé une carte de détective privé, il m'a coursé dans la rue. Or, moi, j'étais comme une proie, en fait. À ce moment-là, je raisonnais plus normalement. Il me courait après, donc avec sa voiture pendant des kilomètres. Je trouve le courage d'aller à une gendarmerie et de dire voilà, mon ex-mari, il me court après. Il n'y a pas harcèlement. Il m'a dit non, il n'y a pas harcèlement. C'était votre ex-mari à ce moment-là. C'est ça, ouais. Même après, il n'y avait pas possibilité de porter plainte. Parce qu'il a essayé de vous récupérer après. Ouais, c'est ça. Alors il a instrumentalisé vos parents, vos enfants. Alors là, ouais, ça c'est vraiment le sujet aussi, parce que une fois que je l'ai quitté, j'ai fait encore des allers-retours, comme quoi on peut divorcer et continuer à être sous emprise encore. Parce qu'il trouve les mots. Là, cette personne, en l'occurrence, comme il me connaissait très 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 bien, il savait exactement où appuyer. Il m'a dit « Ah, mais maintenant qu'on est séparés, que tu habites toute seule et moi aussi, je sais exactement à quoi tu faisais face. Le ménage, tout ça, je sais ce que c'est. Franchement, on a 2 enfants, viens, on se remet ensemble, on est une famille, maintenant je te soutiendrai. » Et moi, je vois les yeux de mes enfants avec des étoiles dans les yeux. Qu'est-ce que je fais ? Je lui dis peut-être qu'il a changé. Encore une fois, il m'aura fallu encore du temps pour admettre qu'il ne changera pas. Combien de fois il a réussi après le divorce, il a réussi à vous récupérer ? Peut-être bien 2-3 fois quand même. Hein. Peut-être 2-3 fois, hein, jusqu'à ce que je me dise mais c'est quoi cette situation ? C'est bancal quand même, c'est bizarre. Mais je voyais mes enfants qui étaient contents quand on allait manger quelque part tous ensemble. Mais je me sentais mal quand même. Ouais. J'avais encore l'espoir de me dire ouais, pourquoi pas, c'est quand même joli, hein, comme une histoire de dire on a divorcé, puis on s'est séparés, puis chacun on a compris ce qu'il fallait voilà, on a fait une prise de conscience, on se soigne un peu et on revient, on se remet ensemble. C'est sympa quoi, le tableau il est pas mal. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'1 an après que j'ai divorcé, il est tout de suite allé se remarier au Maroc pour me remplacer. C'est sa vie, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il l'a caché. Donc, il voulait continuer à jouer sur les 2 tableaux et continuer à me courir après alors qu'il était marié. Et là où ça a vraiment changé, où sa psychologie, elle a vraiment vrillé, c'est quand il a compris que je savais. Parce qu'il savait qu'il n'y avait plus d'aller-retour possible. Il faut dire quelque chose à nos auditeurs et à nos auditrices. Pardon. On ne négocie pas avec la loyauté. Quand il y a un mensonge, on dit merci. Au revoir. Excuse-moi, je me suis trompé. Quand il y a un mensonge, on ne s'engage pas, on ne commence pas une relation dans le mensonge. Il y a rarement de bonnes raisons de mentir. Là, en l'occurrence, c'est lui qui a menti. Tout à fait. Et elle n'est pas bonne, la raison. Elle est loin d'être bonne. De toute façon, si tu mens une fois, tu mens 2 fois. De toute façon, il a passé sa vie à mentir. Le système devient mensonge. Le mensonge fait partie du système. Et donc, on est toujours dans un pied dedans, un pied dehors. On réalise pas véritablement. On peut bâtir une maison, mais on bâtit pas un foyer. Et il y a une grande différence entre une maison et un foyer. Une maison, on dort dedans, ok, super. Un foyer, j'ai besoin de me sentir en confiance. Exactement. Un foyer, j'ai besoin de me sentir bien. J'ai besoin de dormir sur mes 2 oreilles, fermer mes yeux, tranquille. On m'aime. Ici, on m'aime. Donc, c'est pas pareil. Donc, il y a beaucoup de maisons et peu de foyers. Et c'est là que j'ai réalisé que tout a été bâti sur un mensonge. Et là, du coup, j'ai tout bloqué. Et là, il a compris qu'il n'y avait plus possibilité de me récupérer. Là, il est devenu méchant. Donc là, il a commencé à me harceler, il m'a crevé les pneus.
Enfin, le scénario type. Ouais, comme les gamins, quoi. Voilà. Ouais, les gamins, mais ça amène quand même au féminicide. Hein. Il y a quand même des femmes qui sont mortes à cette période-là. C'est-à-dire que l'homme veut essayer de la récupérer, n'y arrive pas, et en désespoir de cause, il met fin à sa vie. Ah oui. Ouais. Oui, parce qu'il voit dans cette femme, en fait, uniquement un prolongement de lui-même, dans lequel il s'est pleinement investi. Il ne peut pas admettre que ce soit une personne à part entière. Exactement, et il m'a dit, de toute façon, si tu me quittes, je détruirai ta vie. Et puis, je tuerai le gars avec qui, si tu refais ta vie, je te tuerai toi et lui. Il m'a clairement dit les choses. Mais aujourd'hui, ça va mieux ? Oui, largement. Là, maintenant, heureusement. De ce côté-là, il me harcèle plus. Et je sais pourquoi. Parce que je suis plus sous emprise. En fait, à partir du moment où, ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, le manipulateur n'a plus rien à manger, il ne déploie plus d'efforts pour courir après. Il va prendre une autre proie, une autre victime qui va l'alimenter. Moi, il n'y avait plus rien à manger sur mon dos. Ouais. Mais surtout que, en fait, tous les deux, vous avez aussi intérêt à ce que ça aille mieux, parce que vous avez quand même 2 enfants, et que l'intérêt, c'est que ces 2 enfants grandissent dans les conditions, se développent le mieux. Ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'il a quand même gagné une manche avec les enfants. Alors, c'est pas qu'une manche. Là, pour l'instant, j'ai perdu vraiment la partie, pour le moment, dans les faits. Parce que une personne comme ça, quand elle veut vous faire vraiment mal, la dernière chose sur laquelle elle peut appuyer, c'est les enfants. Et ça s'appelle l'aliénation parentale. Tous les conjoints qui se sentent bafoués utilisent les enfants comme des objets pour vous atteindre. Il ne pense pas à l'intérêt de l'enfant psychologiquement, il a besoin de son papa, de sa maman, d'un équilibre. Il ne pense pas comme ça. Il pense à leur faire du mal et à vous faire du mal par leur intermédiaire. Il faudrait beaucoup plus de temps. En tout cas, cette histoire, vous la racontez aujourd'hui, vous la partagez à toutes celles qui n'ont pas encore eu la force, le courage, Fatima, le courage de divorcer. Tiens, remontrez votre livre, puisque l'émission est filmée, Pourquoi je n'arrivais pas à partir. Merci Nader d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Fatima. Merci beaucoup Philippe. Voilà, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir écoutés. Très belle journée santé sur Beurre FM.